Ce réveil est tout à fait salutaire. Pour la France insoumise, la parole est à Christophe Bex. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il semble que vous entretenez une confusion entre souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire et sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est définie depuis le sommet mondial de l'alimentation de 1996. Par contre, la notion de souveraineté alimentaire est plus récente. Elle a été définie dans la Déclaration des Nations Unies des droits des paysans et des autres populations travaillant en zone rurale en 2018. Elle désigne le droit des populations de leur État à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. La France a refusé de la signer. Pourquoi ? Vos politiques en matière agricole menacent manifestement notre sécurité alimentaire et je constate avec mes collègues l'érosion de notre potentiel productif et la hausse de nos importations de produits agricoles et alimentaires. Que faites-vous pendant ce temps-là ? Vous concluez des accords de libre-échange sans clause de réciprocité. Alors que les terres agricoles représentent la moitié du territoire national, il y a une hausse des investissements étrangers en France. Pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par souveraineté alimentaire au vu de la confusion qui règne ? Quid de l'application du décret Montebourg en matière de sécurité alimentaire ? Combien de terres agricoles pourraient être concernées ? Les États investisseurs sont-ils de nature à être des menaces militaires ou non ? Et dans un contexte de crise climatique, d'instabilité politique et militaire dans nombre d'États, nous produisons en France, il faut le reconnaître, d'excellentes rations de combat individuelles à Angers, pour nourrir nos forces armées en OPEX et constituer des réserves en cas d'inondation ou encore de crise politique à l'étranger. Pourrions-nous être en pénurie en cas de crise sur notre sol ou à l'étranger ? Hormis la question logistique, quelle est la part des fournisseurs français de l'ESCAT d'Angers ? Ces fournisseurs font-ils appel à des agriculteurs français et respectent-ils les lois Egalim ? Merci. Alors pour ce qui concerne les rations de combat, et je pense que ce sera plutôt une question à poser au ministre des Armées, mais c'est une très bonne question. Mais c'est ça, la question c'était quelle est la part des fournisseurs français pour... Oui, alors monsieur le ministre, je ne pense pas que vous avez la réponse. Je suis pas, non, pardon, je veux bien connaître de tous les sujets, y compris de la ration de combat et de ce qu'il y a dans chaque cantine des écoles de France, mais vous allez m'en demander beaucoup là quand même. Enfin, je ne demande pas de la bienveillance, il y a longtemps que j'ai renoncé à ça, mais il me semble qu'un peu de réalisme. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la ration de combat. J'ai fait mon service militaire. Non, mais je sais qu'il y a du pâté ENAF, oui. C'était très bien. Comment ? Et depuis le pâté ENAF, elles ont dû évoluer. Moi c'était il y a 30 ans. Donc, mais c'est très bien le pâté ENAF, parce que je me fais mettre mal avec les Bretons si je dis autre chose. D'abord, la question souveraineté... Souveraineté, sécurité. D'abord, la définition que vous donnez de la souveraineté alimentaire, c'est une définition donnée par Via Campesina. Ce n'est pas la définition, the définition. On peut en débattre, on peut ne pas être d'accord et ça peut justifier qu'on ne l'ait pas signé. Deuxième élément, la souveraineté, ce n'est pas seulement la capacité à se nourrir. La souveraineté, c'est la capacité à se nourrir dans les grands dérèglements du monde. Et c'est aussi la souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire des autres. Quand vous parlez avec la rive sud de la Méditerranée, vous avez des pays qui ne pourront pas couvrir les besoins de leur population à eux seuls. On peut le tourner dans tous les sens, il suffit de regarder la géographie, le climat et le reste. Et ce n'est pas un grief fait à ces pays-là, ils ne pourront pas. Et nous pouvons exporter. Pourquoi ? Parce que nous avons des terres, un climat tempéré et des agriculteurs qui, depuis des siècles, le font. Donc, je n'oppose pas la capacité des pays, dans la mesure du possible, à être le plus capable de produire, mais aussi le fait que tout le monde ne pourra pas produire. C'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut projeter juste. Ça, pour le coup, cette carte est intéressante, puisqu'il paraît qu'on a des images. Ça va me divertir au milieu, et vous aussi peut-être. Celle-là. Ça, aujourd'hui, c'est la production... Non, ce n'est pas celle d'avant, la dépendance. C'est celle-là. Ça, c'est la dépendance alimentaire dans le monde. C'est la carte de la dépendance. L'Afrique, l'Asie, quand vous sommez la population, ça doit faire 3 ou 4 milliards de personnes. Pas complètement rien. Il y a certains pays qui vont pouvoir accéder à une meilleure autosuffisance.
Donc, pardon, les pays qui sont en vert, c'est les pays qui sont exportateurs, Ouais, et les pays qui en ne jaune... sont pas dépendants alimentairement en net, on va dire, globalement. Et plus c'est foncé, plus ils sont importateurs, je suppose. Et plus c'est foncé, en jaune, plus ils sont importateurs. Donc, et vous voyez que quand même, vous avez... Et après, vous, la carte suivante. Comment ? Oui, mais ce n'est pas très étonnant. Et après, la carte suivante, c'est la production de blé, parce que c'est pas mal de réfléchir céréales, dans le monde en 2050. Il y a plein de cartes intéressantes du GIEC, d'ailleurs, là-dessus. Vous voyez que les pays déjà très nettement importateurs vont avoir une difficulté. Vous voyez que le continent européen va avoir un gros problème, compris la France. Ce qui nécessite d'ailleurs de nous adapter. Et quand vous faites la carte production de biomasse, et donc pas le blé seulement, la carte qui reste verte, c'est la carte des Russes. Parce qu'ils vont pouvoir mettre en culture des terres qu'ils ne pouvaient pas mettre en culture du fait du froid. Bon. C'est comme ça, mais c'est pas, on n'y peut rien, je ne m'en félicite pas, mais c'est une réalité qui va s'imposer à nous. Et donc le continent, à UE, à 27, si on le prend juste dans l'espace français, et qu'on ne pense pas à cette carte de souveraineté, qui va être un grave problème, parce que vous voyez le Brésil, etc., parce que là on est plus en finesse de géographie. Vous voyez l'Inde, vous voyez la Chine en surface, parce que le reste c'est déjà du désert, hein, le flanc ouest de la Chine. Vous avez devant vous, et nous avons devant nous, un grave problème. Et si ça, on n'en tient pas compte dans nos stratégies européennes et nationales, je pense qu'on fait une lourde erreur. Troisième élément, et c'est pour ça qu'on a besoin d'accords, libre-échange ou de commerce, j'en sais rien, mais ça, si on ne fait pas d'accord de commerce, je ne sais pas comment on va faire en fait. Parce que, sauf à ce que vous me disiez qu'on s'est inversé, vous voyez la carte de l'Espagne, la carte de l'ouest de la France, du sud-ouest, d'ailleurs c'est la carte aussi de la crise agricole en partie, hein. C'est une carte d'un modèle qui est en train d'être en but au dérèglement climatique. C'est 2050, c'est une génération. Donc ça va aller vite. Et là, on a un sujet. Et quand vous regardez les populations afférentes à ces territoires-là, ça va être assez lourd. Il y en a plein d'autres, mais vous me réinviterez, Monsieur le Président. Les terres agricoles captées par les puissances étrangères. Globalement, en fait, c'est une vue de l'esprit. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais d'ailleurs, pourquoi on n'a pas ça? Et donc on doit pouvoir collectivement s'en féliciter, parce que le droit du fermage, le bail en France, qui est ultra dérogatoire au droit de propriété, quand vous regardez bien dans le détail, je ne suis pas sûr même que les révolutionnaires de 89 avaient ça en tête. Ça n'est pas passé par les fourches codines du Conseil constitutionnel, ce texte-là, mais le droit à bail, c'est un droit ultra protecteur de l'exploitant agricole, y compris dans sa succession. Et c'est pour ça, un, qu'on a des prix plutôt modérés des terres et des baux, et deux, pour ça qu'aucune puissance étrangère ne peut vraiment venir, et que ceux qui sont venus sont généralement repartis parce qu'ils n'ont pas trouvé les choses. En revanche, là où vous avez raison, il y a un certain nombre de pays qui ont peu de surface arable, qui vont sur le continent africain ou sur d'autres continents. Alors ça, vous avez raison. Et ça, c'est un élément géopolitique. Alors, ça serait une carte qu'on pourrait vous faire. C'est la carte des surfaces dans chaque pays qui n'appartiennent pas aux paysans de ces pays. Mais en France, objectivement, c'est ultra marginal. Ce d'autant, le droit au bail, plus les investissements, le contrôle des investissements étrangers en France, qui vient, comme vous le savez, ramasser ces choses-là. Si il y avait des choses qui étaient dévoyées. Donc, ce n'est pas un risque national, objectivement. Il y a un petit risque quand même, pour le coup, au risque de vous étonner, dans ce que je vais dire, il faut faire attention à la financiarisation du système agricole. Et dans les textes que nous allons avoir à voir, le bail, l'exploitation familiale, la structure GAEC est assez protectrice de ça. Mais on voit bien aujourd'hui la montée du prix des terres. Il y a quand même des gens qui vont un peu plus spéculer qu'on spéculait avant. Avant, un propriétaire foncier agricole, il venait chercher son bail. Il avait du patrimoine, il en était content, il demandait à l'agriculteur d'entretenir assez correctement ses terres, point à la ligne. Même chose pour la forêt. Mais compte tenu des enjeux géopolitiques et des cartes que je viens de montrer, les terres vont être rares en production et vont avoir de la valeur plus puissante et au-delà de la seule production agricole, production de biomasse, stockage de carbone, etc. Et là, il y a un petit risque, non pas étranger, mais à la fin, à qui appartiennent les millions d'hectares de terres françaises. Et ça, il y a un sujet sans doute devant nous, mais ce n'est pas un sujet investissement étranger. Sujet investissement étranger, c'est un certain nombre de pays qui vont en Afrique, qui vont aller en Ukraine. D'ailleurs, en Ukraine, il y a beaucoup d'investissements étrangers. La propriété ukrainienne et pas seulement ukrainienne. Et qui vont aller chercher des terres arabes parce qu'ils n'en ont pas eux. Donc, ils vont aller chercher leur souveraineté chez les autres. Et ça, pour le coup, c'est un problème, me semble.